Bonjour tout le monde et bienvenue à Sef Talk, mon balado mensuel. Je suis Séverine Tamborero, entraîneur professionnel de tennis, auteur et personne créative. Ce balado parlera de sport, de leadership, de vie en général et de beaucoup plus avec mes invités spéciaux. Joignez-vous à moi tous les mois à coachsevi.com ou sur ma page Facebook pour la deuxième saison de Sef Talk. Bon matin tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont nous écouter. Il y a beaucoup de monde qui a envoyé des questions dans les dernières semaines. Écoutez, quel plaisir de recevoir Kim Saint-Pierre et Dany Dubé. Bon matin à vous deux. Je suis très contente de vous avoir. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Séverine Tamborero, je suis auteure, entraîneur, conférencière. Je travaille aussi à Tennis Canada avec le développement des jeunes. Et comment présenter les deux invités, Dany Dubé. Mais Dany, écoute, la même chose, entraîneur, auteur, analyste. Puis là, je vais arrêter là parce que sinon, on n'aura pas assez de temps pour continuer notre rencontre. Bonjour Dany, merci d'être là. Bonjour, ça me fait plaisir. Et Kim Saint-Pierre, Kim qui travaille dans le développement de Box. Box qui est un outil extraordinaire dans les écoles pour faire bouger nos jeunes. Et oui, on a eu l'annonce récemment que Kim va être intronisée l'an prochain au Temple de la renommée du hockey. Quel événement! Kim, on est tellement, tellement fiers. Merci d'être là et bienvenue. Merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors, on est ici, dans le fond, pour avoir une belle conversation par rapport un petit peu à ce qui est en train de se passer avec la pandémie et essayer d'outiller une partie qu'on oublie souvent, hein, qui sont les parents. Kim, tu as 2 garçons. Dany, toi aussi, tu as une famille. Puis en plus, tu es grand-papa. Oui. Alors, ça veut dire que la partie d'aide aux parents est là aussi. Et on les oublie, les parents. Hein? On pense que c'est juste une question d'entraîneur, que le développement, c'est juste les jeunes. Et là, moi, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'appels, beaucoup de parents, un peu en détresse, je dois admettre, qui ne savent plus quoi faire au niveau de leurs jeunes, leur développement, qu'est-ce qu'on devrait faire. Il n'y a plus de compétition. Donc, on est là pour, dans le fond, avoir une discussion, puis à travers cette discussion-là, essayer de leur donner des outils. Il y a 3 choses qui reviennent fréquemment dans les questions, c'est soit sur un aspect de leur développement. Est-ce qu'ils vont être en retard? Est-ce qu'on devrait en faire plus? Quand ça va réouvrir, là, est-ce qu'on va doubler l'entraînement? Il y a la partie compétitive. Là, qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne, mais nos jeunes ne compétitionnent pas. Ils vont perdre dans leur classement. Ils ne seront pas sélectionnés par les fédérations nationales. Et il y a la partie aussi plus de l'entraînement lui-même. Est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce que l'entraîneur est impliqué? Comment l'entraîneur est là-dedans? Donc, moi, j'aimerais vous entendre. On va peut-être commencer par Dany sur justement ces 3 thèmes-là. Comment, toi, tu vois ça? Puis justement, quel type d'informations les gens te demandent depuis les 8-9 derniers mois? Hein? Bien, en fait, moi, la première, lorsque les gens me parlent de ça, m'interpellent par rapport au cheminement de leurs enfants, du retard qui peut se produire en raison de la pandémie, puis de l'absence de compétition, etc. Moi, je leur demande toujours, il y a quel âge? Il y a quel âge votre enfant? Ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit parce que, dépendant de la clientèle, on n'est pas nécessairement dans le même spectre. Tu sais, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres pour les jeunes. Je pense qu'en très petite catégorie, l'aspect compétition, c'est plus l'aspect du jeu. Tandis qu'en vieillissant, l'aspect de compétition, c'est plus par rapport au classement. Donc, il y a vraiment 2 dimensions qui sont pour moi très importantes à mettre en perspective. La place du parent également. Parce que je trouve que souvent, moi, je dis aux parents, écoutez, c'est bien que vous soyez interpellés par ce qui se produit, c'est normal, vous êtes parents. Mais il ne faut pas dramatiser non plus des choses que, fondamentalement, pour les enfants, ce ne sera pas dramatique. Ils voient ça à travers leurs parents. Ils dramatisent des situations à travers leurs parents. Ils voient l'attitude de leurs parents, puis là, ils disent « Hey, je ne pensais pas que c'était si grave que ça, ce qui est en train de se produire, mais je regarde ma mère agir ou mon père agir, et là, je comprends que la situation est grave. » Donc,
je pense que ça, en termes de leadership pour les parents, c'est important de comprendre l'impact ou de réaliser l'impact qu'ils ont sur leurs enfants. Ça, c'est une autre affaire qui est très importante. Et finalement, et c'est le point le plus important, pour la catégorie un petit peu plus ado, ne pas sous-estimer l'effet de groupe ou l'effet d'entraînement. Dans tout ce que vous faites, si vous vous sentez soutenu par une amie, un coéquipier, une coéquipière, vous allez passer à travers les tempêtes plus facilement. Et surtout, faites du court terme, faites pas de long terme, parlez pas de long terme, parlez de la semaine qui s'en vient, parlez de choses qui sont très à proximité, donc accessibles pour les enfants, pour les jeunes athlètes. Ils sont capables de visualiser leur prochaine semaine. Parlez pas du reste. Vous ne le savez pas, on ne le sait pas, on est en pandémie, mais restez sur le court terme. Moi, en tout cas, c'est grosso modo, là, c'est les éléments dans lesquels j'ai meublé un peu mes conversations. Oui, puis on va revenir là-dessus parce que tu as tellement de bons points que tu as mentionnés, Dani, puis qui touchent un petit peu nos 3 blocs de conversation aujourd'hui. Kim, comment tu vois ça, toi? Puis je sais que vous avez été très, très, très proactifs avec Box à faire des vidéos, à vouloir faire bouger les jeunes parce que justement, il y a plus d'activités dans les écoles. Pendant la pandémie, tout le monde est à la maison. Ce n'est pas tout le monde qui a un tapis roulant et un gym. Donc, comment toi, tu as vécu ça? Puis comment tu as outillé justement les parents et les familles dans les derniers mois? Oui, ça a été un beau défi pour le programme Box. Dans le fond, c'est un programme d'activité physique pour les enfants dans les écoles partout au Canada. Alors, dès que c'est arrivé au mois de mars, le début de la pandémie et que les écoles ont fermé, immédiatement, on a offert du soutien aux familles à la maison. Autant qu'on était seulement dans les écoles, on a vraiment ouvert nos horizons parce qu'on a vu l'importance de continuer à bouger, puis les parents qui travaillaient à temps plein de la maison, laisser un peu de côté peut-être leur temps là, destiné aux enfants. C'était une nouvelle réalité qu'on n'avait jamais fait face. Donc, nous, c'est sûr qu'avec Box, l'importance de l'activité physique est demeurée le même, sinon a augmenté pour la santé mentale aussi exactement. Donc, on a offert beaucoup de Facebook Live où on aidait les jeunes à bouger à midi à tous les jours. Et par la suite, là, le retour à l'école en septembre, on a développé plein de nouvelles ressources pour respecter la distanciation physique et de ne pas trop utiliser d'équipement parce qu'on sait que c'est tout un défi. Dès que les enfants touchent au ballon, il faut le désinfecter. Les tapis, il faut les désinfecter. Donc, la charge de travail des professeurs en classe ou des professeurs d'éducation physique, c'est incroyable là, d'entendre toutes leurs histoires. Donc, nous, avec Box, on veut vraiment que les enfants continuent à bouger, donc des ressources qui sont innovantes, amusantes et qui permettent de bouger, là, même si on est distancés l'un de l'autre. Donc, ça a été vraiment un beau défi, mais on l'a bien relevé. Et puis maintenant, comme je le disais, c'est accessible aux familles. Donc, une famille peut s'inscrire au programme Box gratuitement sur notre site Internet et ça vous ouvre là, plein de ressources amusantes. Et c'est quand même triste qu'on doit parler d'activité physique, de bouger et de le faire dans un contexte de pandémie. Je dirais qu'en même temps, c'est la partie positive de tout ça. C'est de voir que nos jeunes ne bougeaient pas assez et ne bougent pas assez. Fait que c'est le fun de sentir qu'il y a au moins des outils et une structure pour les parents. On parle de développement. Hein? On sait que les jeunes, ils peuvent jouer, ils s'amusent. La majorité, quand on commence à faire du sport, c'est pour cette raison-là. Et là, moi, je parle sur la partie un petit peu plus spécifique du sport. C'est des jeunes qui sont engagés dans 1 ou 2 sports et qui le font à temps plein normalement. Et là, il y a beaucoup de questions de parents qui est qu'est-ce qu'on va faire avec le temps perdu? C'est quoi votre perception sur justement ce terme-là, le temps perdu? Est-ce qu'on a perdu effectivement beaucoup de temps dans le développement du jeune? Comme Dani, tu mentionnais, est-ce que c'est tout simplement de rétablir les objectifs? Est-ce que les parents vont devoir accélérer le développement? Est-ce que ça s'accélère un développement? Je pense que c'est une question. Bien, mais si moi, je peux me lancer avec une réponse quand même mi-scientifique, mi-hypothétique. On le sait que la courbe de développement d'un athlète à l'autre, c'est très aléatoire. Donc, déjà au départ, on ne sait pas vraiment la vitesse que les jeunes vont prendre, la vitesse de croisière.
il y a tout de facteurs qui évidemment, influencent la progression et le développement d'un athlète. La qualité de son environnement, comment on a réussi à cerner tous les éléments qui vont lui permettre de se développer adéquatement, la qualité de son niveau de compétition, de son entourage, la qualité des entraîneurs, évidemment, la qualité de son alimentation, etc., dépendant du groupe d'âge, etc. Mais il ne faut jamais perdre de vue comme parent qu'une courbe de développement, ça passe par des périodes de stabilisation, de toute façon. À l'entraînement, tu as des périodes d'accalmie. C'est important d'en avoir. Donc, moi, je pense que ça, c'est un concept qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire que si avant d'atteindre un pic, j'ai besoin d'avoir un plateau, puis j'ai besoin des fois d'aller en dessous de mon niveau moyen. Et je dois baisser un peu en termes d'intensité, en termes de volume, en termes de charge de travail. Donc, il y a quand même des concepts qui rejoignent un peu la situation actuelle. Évidemment, c'est trop long. Mais moi, ce qui m'apparaît évident et important, c'est de favoriser les transferts, que sur la base d'une semaine, 15 jours, qu'on ait des petits objectifs à atteindre. Des fois, les objectifs peuvent sembler, ça peut sembler très banal à atteindre, mais moi, je pense que encore le plein air, les parcs, les sentiers en forêt, les sentiers d'hébertisme, il y a un tas de choses qu'on peut faire avec des jeunes pour les stimuler, deux, voir avec eux leur développement continu, leur développement beaucoup plus global. Puis ensuite, évidemment, d'avoir des petits objectifs pour ces jeunes-là pour qu'ils puissent focusser sur quelque chose à atteindre. Puis je terminerai en disant ceci, que ne le faites jamais seul. Essayez d'avoir un coéquipier, une coéquipière avec vous, que ce soit par Zoom, dans les cas actuels, ou de s'échanger des petites vidéos, de se supporter un et l'autre, pas toujours pour créer la compétition entre les deux, mais pour sentir qu'on est supporté par un coéquipier ou une coéquipière. Si tu fais du sport collectif, et Kim va certainement faire allusion à ça, l'effet d'entraînement, c'est important. Tu as besoin d'une coéquipière qui te donne une tape sur l'épaule de temps à autre, qui te dit « Hey, lâche pas, tu es capable. » Puis et d'atteindre ces objectifs-là et de sentir le réconfort de quelqu'un qui n'est pas un entraîneur, ça fait partie des choses qui sont des éléments, des intangibles qui sont inhérents à l'environnement. C'est pour ça que c'est si important pour les jeunes d'être dans leur environnement pour continuer à progresser. Alors, créons de façon virtuelle un peu de ces émotions-là en attendant de pouvoir vraiment sauter dans l'action sur le plan physique. Très bon, puis on va revenir là-dessus parce que justement, certaines questions, c'est comment on fait pour motiver notre jeune avec de l'entraînement virtuel. Et je pense que tu viens de donner des très bons outils. Je pense que l'objectif, c'est de s'assurer qu'on est capable de le faire avec d'autres personnes, de le faire en groupe, de sentir qu'on est dans un ensemble et qu'on n'est pas juste laissé à nous-mêmes. Puis ces fameux objectifs à court terme, tellement importants parce que je trouve qu'on sous-estime l'objectif. Et Kim, justement, on parlait de ça, puis d'être avec les autres, de le faire virtuellement. Toi, comment tu vois ça, cette partie, justement, que toi, tu as vécu comme athlète du développement dans cette pandémie où, comme Dany dit, bien là, il faut sortir un petit peu de ce qu'on connaît. Oui, c'est ça, on n'a pas le choix de s'adapter. Puis souvent, je pense que c'est ça, les parents, on a peur que notre enfant manque quelque chose qui ait moins d'heures de pratique. Il faut se dire que tout le monde vit la même situation présentement. Mais moi, je le vois qu'il y a des parents qui réussissent à louer des heures de glace. Alors, les parents qui n'ont pas le temps ou qui ont peut-être un peu moins d'argent, eux autres, ils se sentent tellement mal parce qu'ils sentent que leur enfant ne va pas arriver une fois que tout ça va reprendre, qu'ils vont être un peu en retard. Mais pour les enfants là, de moins de 12 ans, là, je pense qu'il faut juste se calmer, il faut prendre notre temps là-dedans. Puis moi, de la façon que je le vois, c'est de développer d'autres choses, de connaître d'autres sports, pour les gardiens de but, par exemple, de se mettre à jouer avec des balles de tennis. Même si on n'est pas sur la glace, de travailler plein d'autres aspects qui vont faire en sorte que quand ça reprend, ça se passe bien, puis que l'enfant a gardé l'intérêt et la motivation de son sport. Ça, c'est un autre défi qu'il y a des parents qui ont peur que leur enfant ne veuille pas retourner parce que, justement, ils ont perdu intérêt, ils ont perdu leurs amis. Donc, comme Dany le disait si bien, en tant que parent, de recréer ces liens-là que surtout les enfants de sport d'équipe n'ont plus.
que ce soit par des entraînements Zoom ou seulement des rencontres Zoom où les jeunes peuvent discuter, de dire « Hey, moi, j'ai fait ça aujourd'hui », puis donc de continuer à échanger pour que ça devienne une routine un petit peu. Je pense que c'est ça qui manque aux jeunes athlètes, de savoir, OK, ma prochaine pratique, c'était mardi, mon prochain match. Alors, les enfants sont un peu perdus de pas, c'est ça que je jasais justement hier avec un parent. Tu sais, mon enfant, il ne sait pas c'est quand le prochain événement. Là. Il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas hâte à rien parce qu'il n'y a rien qui s'en vient. Donc, comment créer des événements comme ça qui vont faire « Hey, j'ai hâte, là, dans 3 jours, là, il y a quelque chose qui va se passer. » Les fêtes d'amis sont annulées, les matchs, les tournois, les camps d'entraînement, même à la télé, le sport a diminué, tu sais, regarder des événements. Donc, c'est comment rétablir cette routine-là et cette motivation et envie à regarder à quelque chose qui s'en vient. Je pourrais faire une proposition aux parents. Si on s'amuse de toute façon, là, on est juste entre nous trois. Là, tu sais, c'est clair, on s'amuse. Il n'y a personne qui va nous écouter, Dani. C'est ça. Moi, je dirais aux parents de se incarner un gérant ou une gérante d'équipe. Prenez le personnage. Parce que vos enfants, ce qu'ils ont besoin d'un horaire. Parce que depuis des années, quand tu fais du sport, il y a quelqu'un qui s'occupe de ton horaire. Et il y a un drame dans ça parce que les jeunes, ils ne développent pas d'autonomie. Mais pour les plus jeunes, puis je pense que c'est important à la période dans laquelle on vit, puis nous, comme intervenants, ce sera certainement un élément qu'il faudra retenir dans la post-pandémie, lorsqu'on va regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on a appris de ça? C'est que nos enfants ne sont pas assez autonomes pour faire des choses par eux-mêmes. Oui, il y a un paquet de restrictions, mais aller jouer au parc, tu n'as pas besoin d'un horaire pour ça. Savoir quoi faire, qu'est-ce que c'est ton sport, d'apprendre à comprendre un petit peu mieux. Tout à l'heure, Kim parlait de c'est quoi les caractéristiques d'un gardien de but. Bien, il y a une prise d'information, il y a une réaction par rapport à la prise d'information. Donc, le read and react, ça se développe comment? Bien, avec tes pieds, quand tu joues au soccer, si la fille est devant toi, le ballon à gauche ou à droite, tu sais les chances qu'elle fasse une passe d'un côté plus que l'autre. Donc, il y a une prise d'information, il y a une réaction, donc il y a une décision. Donc, pour le gardien, si tu joues au soccer, tu regardes les pieds de l'adversaire, il y a une prise d'information. Donc, c'est un transfert de compétences que tu peux utiliser, les transferts de poids, etc. Mais ceci étant, tout à l'heure, je parlais d'un horaire à court terme. C'est important à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches, qu'est-ce que tu manges, comment tu te nourris, est-ce que tu trouves quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement, ça va être un stretch. Aujourd'hui, c'est un petit dry land avec un petit peu de stretching. Parfait, on a quelque chose. On a quelque chose. On a atteint un objectif, on avait ça à faire, on l'a fait. OK, check sur le tableau. Demain, on fait un petit peu de cardio. On va avoir une série de sprints à faire, on va avoir on va avoir des jeux de pied, on va avoir des déplacements. C'est sûr que l'entraîneur va collaborer, le parent ne va pas se mettre à faire tout ça. Mais d'avoir un horaire et de faire respecter l'horaire, je pense que ça, pour les parents, dans le contexte, c'est quelque chose qui est accessible, c'est quelque chose qui va aider leurs enfants parce que le cas échéant, sinon, on va se retrouver dans une phase, comme le disait tout à l'heure Kim, où les jeunes deviennent blasés. Puis quand tu es jeune, tu ne peux pas être blasé. Il faut que tu aies la joie de vivre, il faut que tu aies du plaisir, il faut que tu aies des choses à faire, il faut que tu aies des projets. Puis c'est un petit peu ça la vie, c'est d'avoir un projet à chaque jour en te levant le matin. Oui, vous avez tellement raison. Puis justement, une des parties positives de tout ça, combien de fois on parle dans le sport que c'est important que les jeunes développent leurs habiletés au-delà de leur propre sport. Puis on sait à quel point la surspécialisation est tellement dans tous les sports. Puis comme les deux, vous le mentionnez, bien, c'est un petit peu l'opportunité de sortir de ça puis de trouver des outils. Je me souviens avoir fait des petits défis sur les réseaux sociaux avec les athlètes. Et dans mon cas, par rapport au tennis, il fallait que ça exclue une balle puis une raquette. Et de voir comment les jeunes faisaient des trucs avec des bâtons de hockey sur une trampoline, au piano, donc ils sont capables de le faire. Ce que je retiens de ce que vous dites sur justement la partie du développement, c'est avoir des objectifs. Puis avoir des objectifs ne veut pas dire qu'il faut absolument tout le temps les atteindre, puis que ça fait en sorte qu'on les complique, qu'on rend ça difficile. On veut avoir des objectifs pour motiver les jeunes. La partie motivation, en ce moment, c'est ce qui commence à manquer. Et comme vous l'avez très bien mentionné, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils s'entraînent.
Quand on a de la compétition, puis on s'en va vers ça tout à l'heure, on a comme le pourquoi on s'entraîne. Et là, comme Dany le mentionnait, bien, le pourquoi, bien, c'est de trouver un horaire. Et ce que vous dites aussi qui est très important, faisons attention à quel âge. De quel âge on parle? Un jeune de 8 ans, un jeune de 12 et de 15 ans vont peut-être avoir des stress et de l'anxiété qui est reliée à leur sport très différents. Et on doit trouver l'équilibre entre va jouer dehors et qu'il n'y ait pas de structure parce que ça, justement, les jeunes ont besoin de se retirer de ça, mais de le faire dans un cadre où il y a un objectif et il y a un horaire et une structure. Alors, je pense que les parents doivent prendre ça et doivent l'utiliser pour, à la fin, que ça devienne une motivation pour les jeunes, parce que je pense qu'ils sont en train de perdre cette motivation-là. Si on vient et on fait le transfert sur la compétition, hein, on sait que la compétition, dans les conversations qu'on a avec les parents, souvent, c'est une conversation négative. Mon jeune, il a perdu, je ne peux pas croire, il s'entraîne tellement, il n'a pas fait partie de l'équipe de hockey. Puis c'est drôle parce que ce soit dans un sport d'équipe ou dans un sport individuel, la notion d'être ensemble et la notion de vouloir gagner ou perdre, elle est là de toute façon. Alors moi, je veux vous entendre sur la place de la compétition dans justement le développement. Comment vous percevez le fait que là, il y a une anxiété qui est, je dirais, différente pour le parent et pour le jeune. Pour le parent, c'est plus sur est-ce que ça va affecter son classement? Est-ce que ça va affecter, et pour certains, ils veulent aller à l'université américaine, est-ce que ça va affecter son profil d'être sélectionné pour l'université américaine? Pour d'autres, c'est oui, mais là, il va y avoir un camp avec Équipe Québec cet été. Est-ce qu'il va être capable de faire partie de camp Équipe Québec? Ou les jeunes filles à 16 ans qui s'en vont sur l'équipe nationale? Comment vous voyez ça de votre côté, la partie compétitivité, justement, du développement du sport? Kim? C'est toute une question. Je pense peut-être que les fédérations sportives aussi vont avoir une part du gâteau là-dedans, de dire comment on réintègre nos athlètes, sachant qu'il y en a qui ont continué à maintenir un niveau, des entraînements privés, puis il y en a malheureusement qui n'ont pas eu accès à toutes ces ressources-là. Donc, au niveau élite, en tout cas, j'espère qu'il y a une approche individuelle qui se passe présentement, à savoir comment on peut supporter chacun de nos athlètes. Il y en a qui sont dans des périodes critiques. Bien, ce n'est pas des périodes critiques, mais appelons-le les périodes critiques pour le repêchage, pour les équipes nationales, pour les championnats nationaux. C'est pas facile. Fait que je pense que c'est là qu'il est important de faire, mais en tant que parent, des fois, si on n'a pas les outils nécessaires, d'aller chercher de l'aide pour que l'enfant continue à se développer puis il sente qu'il ne va pas prendre du retard. Tu sais, comme Dany le disait si bien, on peut trouver plein de vidéos là, sur YouTube pour améliorer la préparation mentale de notre enfant, comment un gardien de but peut s'améliorer, un joueur de tennis, trouver des exercices qu'on peut faire à la maison. Puis moi, je pense qu'à ce niveau-là, peut-être le mentorat, c'est quelque chose qui peut être utile à nos jeunes, de voir, OK, qu'est-ce que Félix Aliassine fait présentement, là, de voir, OK, peut-être qu'il peut me donner des trucs. Il y a plein d'athlètes qui ont mis des vidéos sur les réseaux sociaux, peut-être de s'inspirer. On voyait les plongeuses faire des plongées dans leur salon, en voulant dire qu'il y a une façon de continuer pour pas que l'enfant déjà soit dans l'anxiété. Fait qu'imaginez quand la compétition va reprendre, ça va être la crainte, puis c'est là que j'ai peur qu'il y en a qui décident de dire « je ne serai pas capable de revenir ». Donc, en tant que parent, je pense d'aller chercher toute l'aide, de poser des questions, d'aller chercher des athlètes. Comme moi, j'en ai fait des conférences avec des équipes et de voir l'étincelle dans leurs yeux pour comprendre, OK, on est tous dans la même situation, puis j'ai des trucs maintenant, puis là, je me sens bien à travers ça. Parce que c'est bien évidemment que le retour va devoir se faire progressivement. Et puis, mais tout le monde va être un peu dans le même bateau, là.
C'est tellement important ce que tu dis, puis justement, l'aspect progressif, puis aussi le fait qu'en compétition, il y a des objectifs, comme on le mentionnait tantôt, on en parle, que ce soit le classement, le résultat, on en parlera un petit peu tout à l'heure, puis cet aspect de mentorat est super important. Puis le thème qui revient beaucoup, hein, puis je pense qu'on le surutilise, mais avec raison, c'est d'être créatif. Et cette créativité-là, il faut le parent aide à supporter la créativité puis l'environnement qu'il crée. Dany, t'en penses quoi, toi, de cet aspect-là, justement, de compétition? Bien, au départ, la compétition, il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas l'inventer. Là. Il n'a pas le droit d'être en situation de proximité sur le plan physique, donc il n'a pas de compétition. Moi, je pense qu'une des choses qui est vraiment importante, et là, c'est moi qui interpelle les fédérations. Tout à l'heure, c'était Kim, là, ça va être à mon tour. On va être un petit peu plus méchant avec les fédérations. Je vais enchaîner après. C'est inadmissible qu'à ce point-ci, les fédérations n'aient pas sur leur site des vidéos des responsables de programme qui expliquent la situation. C'est inadmissible que ces gens-là n'aient pas désamorcé cette situation-là jusqu'à maintenant en disant, écoutez, voici ce que c'est la pandémie, voici ce que ça a comme impact. Nous, ici, on a du personnel réduit, etc. Ne vous inquiétez pas. Lorsqu'on va reprendre la balle au bon où on était. On va être permissif. Il va y avoir une période d'adaptation. Il va y avoir une zone tampon. On va travailler de telle façon. Nos critères, on va regarder les courbes de développement. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive au point A, on va être beaucoup plus interpellé par sa progression durant la période où on est en évaluation que sur le point final de son évaluation, si vous comprenez ce que je veux dire. En d'autres mots, il est peut-être à 60 %, mais nous, il a passé de 60 à 85 en tant de temps, tandis que l'autre est arrivé à 85, mais il ne bouge pas puis il est en train de descendre. Donc, il y a une progression. On va porter une attention particulière à certains aspects. Je donne un exemple. Alors, pour moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait ça encore, parce que si nous, on sait ça, puis on n'envoie pas de fusée sur la Lune, là. Je veux dire, les gens nous parlent, puis ils nous interpellent, puis ce qui ressort, c'est toujours la même affaire. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, c'est plate, mais quand je suis à l'épicerie, je dis, mais madame, je ne sais pas. C'est quelqu'un de la Fédération de hockey sur glace qui peut vous répondre, pas moi. Moi, je ne suis pas dans un bureau, je ne sais pas ce qui se passe là. Alors, ces gens-là ont un devoir moral, au-delà de leur profession, un devoir moral de désamorcer ces situations-là. C'est leur clientèle, c'est leur membership. Alors, voilà, moi, je pense que ça, pour l'aspect compétition, on en est là actuellement. Dans un mois, peut-être qu'on refaisait le même exercice, on avait la même discussion, peut-être que la réponse serait différente. Mais à ce point-ci, c'est ça. Et je dois supporter ce que tu dis, Dany, parce qu'on parle justement de compétition, puis on sait, puis je le sais pour parler à différentes fédérations qui travaillent hyper fort, juste essayer de vendre au gouvernement c'est quoi bouger, puis l'importance que les jeunes soient dans leur environnement. Je veux dire, c'est impressionnant le nombre d'heures qu'ils passent à essayer de convaincre la partie politique du sport. Et ça, on a du travail à faire parce que sincèrement, pour l'instant, en tout cas, pas très impressionné à ce niveau-là. Puis je voudrais ajouter aussi, c'est la responsabilité des fédérations aussi de désamorcer la problématique de classement, de résultats, de mettre l'emphase là-dessus dans un contexte où on n'a même pas, et je vais parler au niveau provincial, puis même au niveau national, les jeunes n'ont même pas accès aux mêmes activités, aux mêmes tournois, aux mêmes centres de développement. Et il faut que les fédérations se détachent de tout ça et d'empêcher justement de nourrir un problème. Parce que je sais, et ça, je veux vous entendre là-dessus aussi, parce que pour moi, ce que je vois qui est positif en ce moment, c'est que les jeunes veulent compétitionner. Pourquoi? Pour toutes les choses que vous avez mentionnées depuis le début. Être ensemble, voir leurs amis, avoir un objectif, sentir qu'ils s'entraînent pour quelque chose. Mais on dirait qu'on mélange toujours cet aspect-là de compétitivité avec résultats. Puis c'est drôle, les résultats, les jeunes n'en parlent pas vraiment. Ils ne parlent pas de « Oh mon Dieu, j'espère que je vais gagner mon match en 2-7 parce que je veux que ça atteigne mon classement ». Ils veulent juste s'assurer qu'ils compétitionnent avec les choses que je viens de mentionner. C'est quoi votre perception là-dessus, justement, sur compétition versus résultat? Ou Dany, oui. Non, vas-y, Kim.
Ah non, tu étais bien parti. Vas-y, je te laisse. Non, mais j'allais dire dans ma balado, Kim a participé d'ailleurs, ne manquez pas ça. C'était une bonne entrevue, c'était super intéressant sur le côté mix du sport, puis comment les gars et les filles peuvent être ensemble dans leur développement, en tout cas tout au moins pour la première portion de leur expérience sportive. André Lachance de Baseball Canada fait référence à une étude qui a été portée aux États-Unis sur les critères, en fait, les éléments que les enfants trouvent importants dans le sport. Et la victoire vient au 40e rang. Mm-hmm. Donc, tu sais, nous, les parents, on est très axés sur le résultat, comme lorsqu'on regarde le bulletin à l'école. Puis c'est important parce que c'est une trace. C'est une trace de ta progression, où tu es rendu dans ta progression. Mais ce n'est pas une finalité. Donc, ce n'est pas si grave le résultat tant que tu as un plan pour continuer à progresser, tant que tu ne perds pas la perspective du plaisir de jouer, d'apprendre des choses, de te faire des amis, de cohabiter, de vivre en groupe. Alors, pour moi, tout ça, c'est là que ça se passe. Donc, évidemment, dans une période de pandémie, ça nous ramène à des trucs un peu plus artificiels, évidemment. Ça a des petites compétitions à l'interne, très amicales. Puis une chose que je veux mentionner aussi, c'est que ne sous-estimons pas tout l'aspect de bâtir l'esprit de groupe. Tu sais, des fois, tu as vécu tes expériences aux Olympiques, Kim, puis moi aussi, puis Séverine, tu as eu tes expériences sportives dans un sport individuel, mais il y a quand même des choses où on travaille en équipe. Puis moi, j'ai toujours aimé les team builders, tu sais, les éléments où tu veux bâtir l'équipe, tu sais, où tout le monde met des descriptions, tu sais, de leurs coéquipiers ou coéquipières dans un chapeau, puis on les tire au sort, puis il faut que tu aies parlé de quelqu'un, tu sais, il faut que tu aies trouvé un élément un peu plus perso de cette personne-là, tu sais, est-ce que quelqu'un a un animal, c'est quoi le nom de son animal, tu sais, on a fait plein de choses super tripantes pour s'intéresser aux gens, puis dans le fond, les forcer à communiquer entre eux. Parce que moi, si il me pige mon nom, puis je dois dire quelque chose sur Kim, bien, je dois connaître Kim. Tu sais, je ne peux pas dire « je joue avec », puis elle habite à la même place que moi. Tu sais, ça ne fonctionne pas. Ça me prend quelque chose de plus que ça. Puis je trouve que ça, c'est des éléments qu'on peut récupérer puis placer dans notre quotidien avec les jeunes en disant « vous travaillez en équipe ». L'équipe a été formée, l'équipe a été dissoute ou whatever, mais là, vous avez des coéquipiers, coéquipières, on va faire un petit jeu. Puis là, comme tu disais tantôt, on sert de ce jeu-là pour bâtir quelque chose de plus important, puis qui va nous amener vers, éventuellement, lorsqu'on aura de la compétition, on va être ensemble, puis on va se connaître un peu mieux. Oui, et Kim, qu'est-ce que tu en penses de ça, cette partie-là, justement, de compétition versus résultat? Je pense que les parents, il faut prendre une partie du blâme. Comme Dani le disait, tu demandes, là, c'est ça, moi aussi j'avais fait le test, là, on avait comme 40 options, puis de dire, OK, pourquoi je fais du sport? Tu sais, des fois, de prendre le temps de s'asseoir avec son enfant et de discuter et surtout d'écouter ce qu'ils ont à dire c'est quoi présentement qui te manque? Tu sais, en tant que parent, là, on pense, on veut qu'ils gagnent les médailles d'or, on veut... Tu sais, notre mentalité est un peu déréglée, là, si je peux me permettre de dire. Tu sais, moi qui est allée aux Olympiques, à 8 ans, je commençais à jouer au hockey. Puis là, il y a des enfants qui sont sur la glace 6 jours semaine pendant la pandémie. Les enfants, ils vont avant l'école. Des fois, ils manquent la période du dîner pour aller sur la glace. Moi, je suis comme, my God! Tu sais, si ton enfant a percé, là, si son enfant a le talent, il va trouver une façon de se rendre. Mais parfois, il faut revenir à l'essentiel, dire mon enfant, là, vraiment, là, il a besoin de quoi? Puis ça, je pense que ça passe beaucoup par l'écoute. Puis, tu sais, de faire d'autres choses aussi, c'est tellement important. Fait que souvent, c'est plus le parent qui a peur versus vraiment là, l'enfant, peut-être qu'il est content aussi de prendre une pause de son sport parce que ça peut devenir à un moment donné difficile avec l'école. Pour enchaîner... Oui, vas-y, Dani. Je vais te poser une question, Kim. Toi, à quel âge, de mémoire, à quel âge tu as vraiment senti, tu te dis, là, je sens que la pratique du sport, là, ce que je suis en train de faire, je suis gardienne de but, tout ça, c'est ma passion. Est-ce que c'est arrivé à 9 ans? Est-ce que c'est arrivé à 12 ans? Est-ce que c'est arrivé à 14 ans?
À quel âge tu es arrivé et tu as dit, j'ai senti l'appel. Tu sais, là, je sais que c'est là que ça va se passer pour moi. Ben moi, ça s'est passé tard parce que moi, mes parents ont prôné l'approche multisport. Donc, pour moi, c'était le sport que j'aimais. J'avais mes amis de soccer, j'avais mes amis de softball, j'avais mes amis de hockey, puis j'avais mes sports d'été, j'avais mes sports d'hiver. Fait que moi, j'ai grandi là-dedans. Puis c'est pas avant, je dirais, 16 ans, que là, j'ai dit, OK, je pense que ça va peut-être fonctionner au hockey ou à la softball. Mais avant ça, au contraire, c'était de faire de l'activité physique. Puis c'est ça que j'essaie d'implanter, d'inculquer à mes enfants. C'est de bouger qui est important, puis c'est d'être avec ses amis, puis c'est d'être un bon coéquipier, c'est de respecter les gens. Tu sais, il y a tellement autre chose que de gagner ou de perdre. Souvent, on va demander aux enfants c'était quoi le résultat. Ils ne savent pas, là. Ils disent ce qui est important, c'est mon ami me fait rire sur le banc. Ou, c'est vraiment... La slush aussi, après le match. La slush, oui. Ben justement, est-ce qu'on n'a pas une belle opportunité? Est-ce que les parents n'ont pas une belle opportunité en ce moment de justement casser ce moule-là, de vouloir continuellement baser les résultats sur le fait que leurs enfants font la bonne chose ou pas la bonne chose? Puis moi, la question que je me pose, c'est est-ce que dans le fond, la compétition, ce n'est pas justement le défi? Comme disait Dani, je veux dire, de faire d'organiser des trucs sur Zoom, des défis par semaine, par mois, même pas reliés à leur sport, ça va nourrir cet aspect de compétition-là. Et il faut, je pense, démystifier la partie compétition-résultat. On met beaucoup, beaucoup d'emphase sur la partie résultat. On mélange compétition aussi à ça. Mais je pense que là, on a une opportunité de casser ça complètement, d'être créatif et de créer et puis vous l'avez mentionné les deux à plusieurs reprises, un environnement où les jeunes vont avoir des défis. Puis le défi passe par l'horaire, passe par être créatif sur Zoom, puis OK, aujourd'hui, on va courir 2 km, puis la semaine prochaine, on va voir qui est capable d'en courir 4. C'est pas de... Et ils le font par autonomie, ils le feront quand ils voudront, le 2 km ou le 3 km, mais au moins, il y a comme un objectif au bout qu'on a mentionné depuis le début. Mais le défi, pour moi, c'est ce que j'associe à compétition en ce moment. Il y a deux choses super intéressantes. La première, c'est la question des défis. Moi, je crois à ça. D'ailleurs, j'ai entrepris une démarche dans le numérique sur Play 360, c'est mon application. Vous allez voir, il y a des défis qui ont des parcours sur glace que des joueurs professionnels ont fait. On en a fait à la maison, que tu peux faire dans le garage chez vous. Puis il y a des temps à battre et des temps de référence. Puis l'idée, c'est d'avoir du fun. Moi, je me souviens, quand je coachais, une des choses que j'aimais plus faire avec mes joueurs, c'était la Pizza Cup. Les joueurs, au début de l'année, ils mettaient un certain montant d'argent dans le pot, comme on dit. Alors, dans le chapeau, l'argent. Et à chaque semaine, on jouait pour la pizza. Et là, si l'équipe qui perd paye la pizza, évidemment. Tu sais, puis c'est aussi, il faut que tu détaches les patins de ton coéquipier, c'était très, très grave de t'agenouiller devant ton coéquipier, de détacher les patins, mais c'était une blague. Là, c'est juste pour... Mais tout ça pour créer un environnement, c'est un peu bon enfant, mais de la compétition. Et c'est incroyable comment les joueurs prenaient une petite compétition amicale très au sérieux. Parce que, un, il voulait gagner la pizza. Deux, il ne veut pas détacher les patins de son coéquipier ou de sa coéquipière dans le cas échéant. C'est super le fun. Puis, moi, je pense qu'il faut, si tu veux nourrir la passion, il faut que tu gardes le jeu au centre de l'activité. Parce que tu veux te développer, tu veux compétitionner, mais comme disait tout à l'heure Kim, à l'âge de 16 ans, je continue de jouer parce que j'aime jouer, mais là, il y a quelque chose de plus important qui prend de la place. Avant ça, là, si tu veux, tu compétitionnes, tu essaies de t'améliorer, tu as du fun à faire ça, tu apprends des nouvelles affaires. Moi, je pense que les parents doivent vraiment se poser la question « Pourquoi je fais faire du sport à mon enfant? C'est quoi la raison profonde qui m'anime? » Si c'est juste un résultat sportif, on a un sérieux problème. Parce que l'apprentissage, parce que le plaisir, parce que l'habilité à socialiser, à se faire une place dans un groupe, c'est 3 affaires essentielles qui vont rester dans votre vie, que vous allez réutiliser le cas échéant quand vous allez arrêter d'avoir une carrière ou
disons, un parcours sportif. Après, vous allez avoir un parcours professionnel dans la vie, dans la communauté. Puis c'est là où tout à l'heure, ce que Kim disait, moi, je veux que mes enfants soient des bons coéquipiers. Ben c'est tout ça. Bon coéquipier, c'est un bon voisin, c'est un bon citoyen, c'est quelqu'un c'est un bon collègue de travail, une bonne collègue au travail, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, c'est quelqu'un qui est engagé, qui a une morale, qui a des valeurs, etc., etc. Il me semble qu'on peut apprendre ça dans le sport. On est en train de dire aux parents qu'on peut avoir du plaisir en étant rigoureux et en ayant un objectif? Ouf! Ça va être le gros bloc là, de la conversation. C'est intéressant parce que vous le mentionnez depuis le début. Kim, tu dis quoi justement de cette partie-là de plaisir qu'on semble pas mal mettre de côté, là? Oui, bien c'est ça, il faut revenir à ça. Puis je pense qu'on a tendance à l'oublier, même dans notre vie de tous les jours, dans le côté des affaires. Si la passion n'est pas là, les journées sont longues, puis c'est difficile. Donc, de rattacher le plaisir, même pour les parents, je pense que si nous, on devient anxieux, ça se projette sur nos enfants. Donc, je pense qu'on a une part de responsabilité de nous aussi, nous trouver des défis et d'être, surtout pour les enfants plus jeunes, d'être un modèle, puis de dire, ben moi aussi, je vais aller marcher avec toi, je vais aller courir avec toi. De s'impliquer justement dans l'activité physique avec les enfants en tant que parents. Moi, je sais que mes gars adorent ça, là, quand je m'habille encore en gardien ou que je vais juste marcher avec eux ou qu'on se fait des défis au parc. Pour là, les enfants, les yeux s'ouvrent, puis il y a juste l'école, puis il y a les parents à la maison. Donc, ça fait beaucoup de temps passé ensemble pour être créatif, mais il faut s'impliquer. Puis démontrer qu'on a du plaisir juste à aller marcher puis à compter le nombre de sapins de Noël qu'on peut voir. Pour moi, mes enfants en jeune âge, ça ne prend pas grand-chose pour avoir autant de plaisir. Alors, c'est une bonne remise en question pour les parents aussi de s'informer, de trouver des webinaires, puis de prendre ce temps-là de s'éduquer aussi, puis de voir c'est quoi mes valeurs, puis c'est pourquoi je le fais justement pour les enfants. C'est difficile de trouver là, mais c'est un apprentissage. Il faut y voir, peut-être jaser avec d'autres parents, s'informer. Mais pour moi, ça va toujours faire partie du processus. Puis mes enfants reviennent du hockey, c'est pas combien de buts tu as scoré, là. C'est quoi ton moment préféré du match? Puis, ça va bien au-delà de la performance comme telle. À un moment donné, vous allez le sentir quand ça va passer à l'autre niveau, de la façon que votre enfant va engager les discussions. Puis moi, je me souviens, mes parents ne me parlaient pas de mes matchs dans l'auto tant que moi, je ne posais pas une question. J'avais le goût des fois de savoir pourquoi ça n'avait pas bien été, mais eux autres, c'était comme la règle. OK, on ne va pas l'énerver, là, on le sait qu'elle n'a pas joué un bon match. Puis là, dès que j'ouvrais la conversation, ben là, on engageait quelque chose d'intéressant. Donc, encore une fois, ça passe beaucoup par l'écoute et de ne pas rajouter de la pression sur les épaules de nos enfants présentement parce que c'est... Hey Kim, moi, j'ai coaché mon garçon, puis des fois, il était dans l'auto, il était tout petit, puis il me disait « Puis, papa, tu joues un bon match? » Fait que je disais « À qui tu parles? À ton père ou à ton coach? Je suis pas sûr que tu vas avoir la même réponse. » Oui, c'est ça. Mais c'est tellement important ce que vous dites. Puis si on regarde justement tout ce qu'on a discuté sur la compétition, ça prend un défi. Je pense qu'il faut absolument détacher la partie compétitivité et résultats. Il faut le faire dans un contexte créatif, puis on peut avoir des défis, qu'on le fasse sur Zoom, qu'on le fasse en groupe. Et puis, je pense que le moteur de tout ça, comme les deux vous avez mentionné, c'est le parent. Puis que le parent, justement, il y a une belle opportunité en ce moment de se poser des vraies questions. Pourquoi mon jeune fait du sport? Pourquoi je l'ai mis dans la compétition? Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce que moi, je peux faire pour m'assurer que je crée un environnement qui est le fun, mais qui est aussi challengeant pour le jeune? Fait que je pense qu'au niveau de la compétition, il y a beaucoup de choses à apprendre de ce qui est en train de se passer. Puis, ça nous invite aussi, comme parents, à rester en contact avec le coach, à avoir une complicité avec l'entraîneur. Parce que la portion du parent, c'est beaucoup plus sur les valeurs, sur le comportemental, sur l'attitude, etc. C'est pas sur les compétences de sport. Je pense pas. Même si je sais qu'il y a un mélange des genres à un moment donné, moi, j'ai toujours fait attention. Puis ça n'a pas été parfait, là. J'ai fait mes erreurs.
mais j'ai toujours fait attention pour ne pas mélanger le coach et le père. Pour le père, il parlait des valeurs, il parlait de familial, des choses qui sont importantes dans le comportement, des choses qui vont te guider dans la vie, dans ce que tu as appris dans le sport que tu peux transférer dans ta vie personnelle qui n'est pas sportive, comment gérer tes émotions, l'anxiété d'un match qui s'en vient, de quelque chose qui est important, les contre-performances, l'échec, etc., etc. Tout ça. Mais le reste, là, ça appartient à l'entraîneur que ton coup droit soit, ou que ton transfert de poids, ou que telle phase de jeu, ou telle situation. Ça appartient beaucoup plus au coach. Je pense que le parent et l'entraîneur doivent rester en contact. Puis là, c'est une opportunité de faire ça. Puis ça nous ramène, puis je termine là-dessus, là, parce que je ne veux pas avoir l'air de celui qui fait morale à personne, mais je pense sincèrement que ce qu'on a dit, une des choses les plus importantes, c'est que les fédérations disent « OK, on va mettre en ligne 15 minutes de vidéos par semaine. On va vous dire où on en est. On va vous dire ce qui se passe. On va vous tenir au courant. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur tel aspect. On va avoir un blog une fois par mois. » Il faut absolument que les instances, ceux qui sont en haut de la pyramide, fassent descendre l'information. Sinon, ça part dans toutes les directions. Puis malheureusement, c'est loin d'aider les jeunes, les athlètes un peu plus âgés, les parents, puis évidemment les entraîneurs. Et je veux profiter de ce que tu dis, Dani, pour aller vers notre troisième thème, le dernier thème de notre conversation, c'est justement la partie coaching. Il y a beaucoup de coachs qui vont nous écouter, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vois de plus en plus dans mon sport, en tennis, des parents qui sont sur le terrain avec leurs jeunes. Et pour des raisons qui sont vraiment, des fois, strictement passer du temps avec leur enfant. Ils n'ont plus les moyens d'être dans un centre puis d'avoir un développement à long terme. Ça coûte bien trop cher. Mm-hmm. Et d'ailleurs, à l'occasion, moi, je vais sur le terrain avec certains parents pour essayer de les aider puis de les outiller parce que je trouve que ce moment-là est important. Quels sont les conseils? Tu en as parlé un peu, Dani. Kim, quels conseils tu donnerais justement à ces parents-là qui vont aller sur la glace, qui vont aller jouer au soccer peut-être ou qui vont être sur le terrain de tennis ou dans d'autres sports? C'est quoi le conseil que tu leur donnerais à ces parents-là qui, là, vont commencer dans une ligne qui est fragile entre donner des conseils, entraîner son enfant ou tout simplement être un moteur d'information vers leurs jeunes? Oui, c'est difficile pour les parents quand ils n'ont pas les compétences ou qui n'ont pas joué. Des fois, c'est ça, on dit que pour être un bon entraîneur, il ne faut pas nécessairement que tu ailles jouer à un haut niveau. Là, on le sait, même des bons joueurs ne sont pas nécessairement des bons coachs. Je pense qu'au niveau développement, le parent peut quand même trouver des outils en ligne. Hockey Québec, je sais qu'il offre, au Hockey Canada aussi, il offre beaucoup de choses en ligne. Mais moi, sinon, ça serait d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des outils chez des entraîneurs qui sont là pour offrir du temps aux enfants. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font des choses bénévolement de nos jours, mais de demander, là, c'est ça, de l'aide soit à leur club sportif au niveau civil, au niveau local, ou des fois dans les fédérations, aller chercher sur les sites Internet. Là, souvent, il va y avoir des exercices, par exemple, pour les 7-8 ans à faire, les 9-10 ans. L'application à Dani aussi. Donc, tu sais, il y a tellement d'informations. C'est juste que il faut prendre le temps de s'éduquer pour vraiment donner les meilleures options à leurs enfants, à nos enfants. Mais aussi, il y a beaucoup d'entraîneurs présentement là, qui cherchent, qui sont prêts à aider. J'ai une de mes amies, jasais avec elle, Emmanuelle Blais, avec qui j'ai joué au hockey. Elle est entraîneur, son gym est fermé. Fait que maintenant, elle offre, ça lui fait plaisir d'aider les équipes. Et les entraînements sur Zoom sont vraiment incroyables. Elle entraîne des groupes de filles de hockey. Puis il y a une bonne stratégie qu'elle avait, c'est le fun, c'est le premier 5 minutes, là, c'est pour jaser. Là. Fait que, tu sais, c'est génial. C'est le fun. Fait que là, tu dis, OK, je m'entraîne, mais là, j'ai la chance de voir mes amis. Fait que ça, c'est Emmanuel qui fait ça. Et à la fin, tu as aussi un 5 minutes pour jaser. Fait que, quand les filles ferment leur ordi, là, wow, elles sont bien, sont contentes, puis ils dorment bien ce soir-là. Fait que, tu sais, il y a des gens qui sont des entraîneurs spécialisés, puis parfois, en étant un bon groupe, ben, les coûts sont diminués. Puis après ça, en tant que parent, tu peux te cacher à côté de l'ordi puis prendre des notes puis de répéter un peu qu'est-ce qu'on voit, parce que ça, c'est des spécialistes. Donc, pour moi, une programmation adaptée
il y a un entraînement spécifique aussi. C'est important là, pour que l'enfant ait du plaisir et qu'il y ait une certaine progression. Donc, moi, c'est un peu ce côté-là de... Oui, le parent peut aider, mais quand on a nos limites, il faut aider là, à bien s'entourer. Oui, Dany? Ben, moi, de mon bord, je dirais que merci, Kim, de parler de l'application parce que c'est gratuit. C'est une application qui est tout à fait gratuite. Puis c'est vraiment des suggestions d'exercices sur glace, prioritairement, mais il y a aussi des vidéos de spécialistes qui signent leur contenu. Donc, c'est du contenu qui est vraiment d'actualité. Donc, il y a des trucs sur les déficits d'attention reliés dans le sport, comment on fait pour gérer ça. Il y a tout l'aspect psychologique. Il y a également des capsules sur mon livre « C'est l'enfant qui compte » qui parle justement aux parents. Comment on doit se positionner comme parent dans le sport au quotidien. Puis on parle de ça des parents qui sont entraîneurs. Puis une des choses pour moi qui est essentielle, Séverine, c'est que il faut que tu sois capable de faire la démarcation. Moi, je n'ai pas de problème qu'à un moment donné, dans le parcours d'un jeune, le parent soit l'entraîneur. Ça arrive à tout le monde, puis c'est normal, je l'ai fait, puis pas de problème. Mais tu ne peux pas amener le sport à la maison. Tu ne peux pas amener le sport à la maison. Si c'est toi qui es l'entraîneur de ton fils ou de ta fille, quand tu sors de l'environnement d'entraînement, tu n'es plus le coach. Tu es le parent. Évidemment, tu peux continuer à interpeller ton enfant sur des concepts de base d'éthique de travail, de discipline, de rigueur, etc., etc. Je me souviens, à un moment donné, avoir dit à ma fille qui faisait de la natation en compétition, je disais, si tu veux que je te parle comme une athlète, comporte-toi comme une athlète. Donc là, ça voulait dire, ce que tu as fait, telle chose, moi, je n'adhère pas à ça. Je ne trouve pas que ça, c'est un comportement qui est signé avec une grande éthique de travail. Exemple. Et là, c'est le papa qui parle. Mais moi, je suis dans le comportement, je suis dans l'attitude, parce que ça va lui servir plus tard. Ça m'interpelle comme parent. Comment elle sort son bras de l'eau, ça brasse son papillon. C'est futile pour moi. Mais c'est moi. Mais si peut-être que je suis un champion olympique en natation, peut-être que je parle différemment. Peut-être que pour moi, la manière qu'elle sort son coude, c'est ça qui est important. Mais fondamentalement, il faut être capable de faire la distinction entre vos deux rôles. Puis ça, ça mérite une introspection sur pourquoi je fais faire du sport fondamentalement. Si c'est pour faire un autre champion olympique, peut-être que papa, il joue avec le feu un peu. Peut-être qu'il va gâcher l'enfance de son enfant. En tout cas, tout au moins la présence parentale. Il va la transformer en quelque chose qui dénature un peu son rôle de père. Puis ça, je pense qu'il y a quand même... Moi, ça m'interpelle beaucoup. Oui, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là parce que je pense qu'on n'a pas fini de voir des parents qui, comme on a mentionné tantôt toutes les raisons, vont s'impliquer dans le développement de leurs jeunes. Écoutez, on a passé à travers beaucoup de choses. Moi, j'ai comme l'impression qu'on va se reparler. On va se reparler dans quelques mois pour voir où on en est maintenant dans l'aspect progressif du retour au jeu, du retour à l'entraînement, du retour à la compétition. Ça serait le fun de se reparler à nouveau. Avec plaisir, Moi, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses, beaucoup d'outils. Kim, il y a tellement de belles choses qui sont faites avec Box. J'invite les gens à aller sur votre site Internet, à aller vérifier ce qui est accessible pour eux. Dany, avec le Play 360, vraiment, il y a tellement de vidéos, il y a des conversations. Puis on parlait d'un mot inspiré aussi, hein? Puis Kim l'a mentionné à plusieurs reprises, aller chercher de l'information, écouter des gens. Donc, j'invite les gens aussi avec ton livre, Play 360. De mon côté, j'invite les gens à écouter le podcast d'ailleurs où Kim a participé avec Steph Talk. Dany m'a promis qu'elle allait être là en 2021 aussi. On va avoir des belles conversations. Le livre La performance à quel prix? Alors, écoutez, l'objectif d'aujourd'hui, c'était d'avoir une belle discussion. J'espère que les gens vont apprécier toutes les informations et les outils qu'on a partagés avec vous, les parents, puis peut-être les entraîneurs et les athlètes qui vont nous écouter aussi. Et c'est une rencontre qui se fait près où je pense qu'on est tous très contents que 2020 va se terminer. Et de notre côté, on va se parler en 2021, ça c'est certain. Alors,
Merci Kim, merci Dani pour cette belle conversation, cette belle rencontre. Merci Séverine. À bientôt. Merci beaucoup. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Prenez soin de vous, restez en famille et surtout, malgré la distance, continuons de prendre soin de nous, l'un et l'autre. Oui, tout à fait. À bientôt. Bye bye. Bye bye.